Par définition, une lettre ouverte s'admet comme un texte argumentatif rédigé sur un sujet qui passionne l'auteur et s'adressant à la fois à un destinataire précis, généralement une autorité, et à un large public, puisqu'elle est diffusée dans un média. Oui, ma lettre s'adresse à vous, Monsieur le Président de la République, mais, en même temps, elle est ouverte, car elle est volontairement rendue publique par sa diffusion dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le sujet de cette lettre spécifiquement adressée au colonel Assimi Goïta est ouverte au peuple malien, c'est l'école, notre bien commun, l'avenir de la nation tout entière. Et c'est ma passion pour l'éducation qui m'oblige à m'adresser à votre auguste personne assurant aujourd'hui la plus haute fonction étatique dans le Mali que nous aimons tous les deux. Avant de m'adresser au chef de l'État, je voudrais humblement interroger le valeureux soldat que la haute magistrature a momentanément mis en veilleuse aujourd'hui. C'est bien vous, les stratèges militaires, qui nous apprenez qu'une armée se déplace avec son ventre. Pour que les troupes au front soient efficaces, il faut que les hommes mangent, il faut du carburant pour les véhicules de tout genre, il faut des munitions etc. Si vous êtes commandant de troupes en première ligne du combat, s'il arrive que vos munitions sont épuisées, définitivement finies, quelle attitude adopterez-vous pour sauver les vies de vos subordonnés et votre propre vie? La réponse à cette question détermine en partie l'avenir de notre système éducatif qui est dans la tourmente depuis des décennies. Dans mon livre intitulé « La fabrique sociale, regard sur l'école, le temps du désordre et des incertitudes » publié aux éditions GAF en 2019, j'ai rappelé une partie des travaux de recherche d'une équipe de spécialistes ayant travaillé sur la qualité du pilotage d'un système éducatif et ayant conclu que l'école a besoin d'un commandant de bord, le directeur d'école. Oui, le commandant de bord de l'école, c'est le chef d'établissement, cette fonction désignant le premier responsable de chaque école, des directrices de jardins d'enfants aux recteurs des universités, doyens des facultés, directeurs généraux des grandes écoles et instituts supérieurs, en passant par les directeurs généraux et proviseurs du niveau intermédiaire du système scolaire. On semble ne pas voir la réalité, mais c'est aux établissements que revient la lourde responsabilité de rentabiliser tous les efforts fournis en amont, comme par exemple les milliards déboursés par l'État et ses partenaires pour la construction et l'équipement des locaux, blocs administratifs, salles de classe, latrines, laboratoires, bibliothèques, infirmeries, amphithéâtres, le paiement des salaires, l'achat d'engins, d'outils informatiques, de fournitures scolaires, de manuels scolaires, de matériel et de produits pour les laboratoires et les infirmeries, prise en charge de missions d'inspection ou de suivi des enseignants, organisation d'ateliers et de séminaires de tout genre, organisation des examens de fin d'année. Oui, l'État fait beaucoup. Mais l'État doit-il se contenter de débourser l'argent du contribuable et des partenaires sans se donner les moyens d'obtenir ce pour lequel des milliards sont déboursés? J'ai bien peur que l'attitude de notre État dans la gestion du système éducatif ne soit semblable à l'incompréhensible comportement des pays dits développés face à nos pays dits sous-développés. Les premiers chantent que cela fait plus de 50 ans qu'ils déboursent des milliards pour aider les seconds, mais que cet argent est toujours mal dépensé. L'incompréhensible dans cette situation, c'est de voir les donateurs continuer à débourser de l'argent, malgré leur connaissance de la mauvaise gestion. Si eux-mêmes n'y trouvent pas leur compte, pourquoi continuer à se débarrasser de leur fortune? Passons, mon colonel. Laissons de côté toute la gamme de chocs violents que notre système éducatif a encaissés par le passé et continue de subir. Passons sous silence le fait que notre système éducatif a servi de sujet d'expérience au sens scientifique de l'expression, pendant des années à travers des innovations dont la seule valeur se limitait au fait d'être des projets juteux, financés à coups de milliards. Laissons de côté le fait que, par la décentralisation des recrutements, au moment où les centres d'animation pédagogique CAP, les académies d'enseignement, les mairies, conseils de cercle, les assemblées régionales recrutaient qui ils voulaient, le corps enseignant a accueilli toutes sortes d'agents de toutes spécialités, ou de spécialités douteuses, ou sans spécialité. Gardons-nous d'aborder la marchandisation de notre système éducatif, cette tendance par laquelle on tire un profit mercantile d'une activité non marchande comme l'éducation. N'ai-je pas récemment entendu que les subventions à payer aux écoles privées du niveau secondaire ont atteint 57 milliards de FECFA? L'État ne gagnerait-il pas à réduire l'écart entre le nombre d'établissements publics et d'établissements privés? En exploitant le fichier de l'orientation des titulaires du diplôme d'études fondamentales, DEF, 2019,
J'avais pointé 109 écoles pour le secteur public et 1826 pour le secteur privé. Passons sans rêver. Et arrivons au seul point qui justifie ma prise de parole publique. Autant le commandant de troupes qui n'a plus de munitions rend les armes à l'ennemi pour sauver les vies des hommes qui sont sous sa responsabilité, autant le commandant de bord de l'école, défait, invalide, impuissant, croise les bras et observe la catastrophe envelopper la nation, tel le spectacle des eaux sous la poussée desquelles un barrage a cédé. Nos munitions à nous, ce sont les enseignants. L'action éducative se passe en classe, entre les enseignants et les élèves. Que reste-t-il aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement secondaire quand on leur retire les enseignants qui sont leurs munitions? Notre école se meurt lentement, non à cause de la pénurie d'enseignants ou par l'insuffisance d'enseignants qualifiés, mais à cause de la gestion catastrophique de l'existant. C'est dans une indifférence généralisée que nos écoles se vident, année après année, à cause d'un dysfonctionnement institutionnel dans la gestion des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Le service employeur des fonctionnaires des collectivités, c'est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans le cas des enseignants, le ministère de l'Éducation nationale est le service utilisateur. Dès l'instant où l'employeur peut faire des mutations sans se référer au service utilisateur, la porte est ouverte à toutes les spéculations. Un véritable réseau mafieux s'est constitué autour de cette absurdité administrative. Véritable mafia. Car, le circuit par lequel un enseignant arrive à s'octroyer une mutation nationale, sans passer par son directeur d'école, son directeur de centre d'animation pédagogique, la mairie ou le conseil de cercle qui paye son salaire, ni même par l'académie d'enseignement dont il relève, encore moins par la direction des ressources humaines du secteur de l'éducation, personne ne peut me convaincre que ce raccourci n'est pas payant. L'asphyxie de nos écoles de l'intérieur est causée, en grande partie, par cet affairisme qui piétine toutes les autorités de la ligne hiérarchique. En cette rentrée scolaire 2022-2023, victime de cette arrogance administrative par laquelle les subordonnés profitent du désordre entretenu pour montrer aux supérieurs immédiats qu'ils ne sont rien, et où notre lycée se retrouve sans professeur de français, les deux étant partis à Bamako par mutation nationale, alors que je n'ai enregistré et traité avec avis favorable qu'une demande de mutation, j'ai fait un sondage rapide auprès des collègues chefs d'établissement.